Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons étudier le chapitre 26 du Dernier jour d'un condamné, le roman à thèse écrit par Victor Hugo. Il est 10 heures. Oh ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vu au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi, ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi? C'est moi qui vais mourir? Moi le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Bien, maintenant que vous avez terminé la lecture, passons à poser quelques questions. La première question, qui part dans le texte? La réponse, bien sûr, c'est le condamné à mort. Question suivante, où se trouve-t-il? La réponse, dans une cellule à la conciergerie. Alors ici, on doit faire attention. Le condamné se trouve dans une cellule, mais ce n'est pas la même cellule à Bicêtre. Il est dans une autre cellule à la conciergerie. Il a été transféré à la conciergerie, comme il raconte dans le chapitre 22. Question suivante, à qui s'adresse-t-il? La réponse, à sa fille, Marie. Alors on peut constater dans le texte que le narrateur s'adresse à sa petite fille qui s'appelle Marie. Combien de temps lui reste-t-il? Alors, combien de temps reste au condamné avant de mourir? La réponse, 6 heures. Il lui reste 6 heures, comme il dit dans le texte. De quoi parle-t-il dans cet extrait? Réponse, de sa propre souffrance et celle de sa fille. Alors, il parle de sa souffrance et de la souffrance de sa fille Marie. Alors, comme thème général dans le texte, nous allons étudier souffrance et innocence, à travers deux éléments essentiels, la souffrance d'un père et la souffrance de Marie. Alors commençons par la souffrance d'un père, la première partie. Cette souffrance du condamné trouve son origine dans deux éléments essentiels. D'abord, la situation actuelle du père. Il est sur le point de trouver la mort de manière absurde, puisqu'il est en bonne santé et plein de vie. Ceux qui vont le tuer le plaignent tous, aucun d'eux ne le hait, ils pourraient tous le sauver, mais malgré cela, ils le tuent.
Deuxième élément, la situation de sa fille après sa mort. Alors, sa souffrance est encore plus profonde quand il pense à sa fille et comment elle sera traitée par la société. Ce qui accentue encore cette souffrance du père, c'est que la souffrance de la fille sera à cause de lui, son père, qu'il aime si tendrement. Alors, la souffrance du père trouve ses origines dans deux éléments essentiels. La situation actuelle du père et la situation de la fille après la mort du père. Donc ici on parle d'une souffrance accentuée. Pour la souffrance de Marie, la deuxième partie, le condamné présente la souffrance de sa fille à travers deux situations relatives au temps. D'abord, pendant l'enfance, elle sera privée de tout ce que lui faisait ou offrait son père, c'est-à-dire la présence matérielle et la présence morale du père. Deuxièmement, quand elle sera grande, la société la jugera à partir du passé de son père, qui deviendrait un des souvenirs du peuple de Paris, comme Papavoine, Castin, Poulain et les autres condamnés que nous avons déjà vus. Elle sera repoussée, méprisée et vile à cause de son père, qui est un condamné à mort, alors qu'elle n'aura rien fait. Elle sera innocente. Ici, c'est la souffrance d'une innocente, qui est bien sûr Marie. Mais bien sûr, à travers la souffrance du condamné et à travers la souffrance de Marie, Victor Hugo veut parler de la souffrance de tous les condamnés et de tous les enfants des condamnés, ou bien même la famille des condamnés. Concernant les outils langagiers et stylistiques, nous allons commencer par les champs lexicaux présents dans le texte. On a relevé d'abord la souffrance, le champ lexical de la souffrance, à travers plusieurs termes, expressions comme par exemple pauvre, malheureuse orpheline, elle rougira, méprisée, repoussée, vile, horreur, misérable, etc. Deuxième champ lexical, le corps humain. Nous avons une tête, un tronc, petit cou blanc, la main, les cheveux, ton joli visage, sa main, ses genoux. Et pour le dernier champ lexical, c'est la mort. Nous avons par exemple je serai mort, une bière, clamart, tuer, mourir. Bien sûr, les mots tuer et mourir ont été répétés plusieurs fois. Deuxième outil, c'est les figures de style. Commençons par l'énumération, où on a relevé plusieurs exemples. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an? Des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi. Qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table. Deuxième figure, c'est la comparaison, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, laquelle ressemble à une autre table. Et la métaphore, son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Troisième outil, c'est le registre pathétique. Le narrateur met l'accent sur sa propre souffrance, mais aussi sur celle de sa fille Marie. Le registre pathétique a dans le texte une portée argumentative qui vise à persuader le lecteur de la justesse du point de vue de l'écrivain. Le dernier élément, c'est la répétition. Nous avons le mot moi qui est répété 10 fois, la main qui est répétée 4 fois, enfant 3 fois, tuer 3 fois, comment te déshabitueras-tu 2 fois, Dieu 2 fois. Le narrateur insiste à travers la répétition sur son incapacité d'accepter cette idée qu'il mourra dans quelques heures alors que rien dans son état actuel ne semble indiquer qu'il va mourir. Il est plein de vie, il est en bonne santé, il assure une fonction de père. Et finalement, ce qu'on doit recopier dans le cahier. Nous allons commencer par la situation du passage. Après avoir raconté comment il a été transféré à la conciergerie et sa rencontre avec le nouveau condamné à mort, le Frioche, le narrateur continue son écriture en s'adressant à sa fille. L'axe numéro 1, la souffrance du condamné. C'est aujourd'hui que le narrateur sera exécuté.
il ne lui reste en vie que 6 heures. Il s'adresse à sa fille Marie pour lui décrire ce qu'il deviendra après sa mort. Il insiste sur sa souffrance qui devient encore plus profonde à mesure que le terme approche, encore 6 heures. Mais aussi quand il pense à la situation de sa fille, désormais orpheline, malheureuse orpheline. Le condamné ne peut admettre qu'il sera tué par des gens qui pourraient le sauver et dont aucun ne le hait. Il se trouve également incapable de comprendre qu'il sera mort alors qu'il est jeune, en bonne santé, jouissant du fonctionnement parfait de tous ses sens et de son esprit. Il éprouve une souffrance encore plus forte quand il conçoit qu'il sera la source de la souffrance de sa fille en devenant un des souvenirs du peuple de Paris à travers la guillotine qui le guette. Deuxième axe, la souffrance de Marie. Le narrateur insiste sur la souffrance de sa fille en tant qu'enfant et en tant que personne adulte. En tant qu'enfant, elle sera orpheline alors que tous les enfants de son âge auront des pères. Elle sera privée de la présence matérielle du père, c'est ce qu'il veut dire par les bonbons, les étrennes, les joujoux, etc., ainsi que sa présence morale, baisers, caresses, sauts sur les genoux, prier Dieu le soir. En tant qu'adulte, elle sera repoussée, méprisée, vile, elle rougira de son père et de son nom. Elle sera la fille d'un criminel, qui fait partie des souvenirs lugubres du peuple de Paris, tout comme Papavoine, Poulain, Castin et Jean-Martin, les célèbres hommes guillotinés en cérémonie. Comme synthèse, nous allons noter, le texte étudié présente plusieurs aspects de la souffrance du condamné et celle de sa fille, dans le présent et dans l'avenir. La peine capitale est un crime qu'il faut absolument abolir pour éviter les souffrances des enfants des condamnés qui sont innocents. Là se termine notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.